Hello les amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face que vous attendiez tous. En effet, quand je vous avais demandé il y a quelques mois de cela sur mon groupe Facebook si vous vouliez que je vous fasse une émission sur la Lune et l'émission Apollo, j'ai été très surpris de l'enthousiasme suscité. Un peu comme aujourd'hui l'enthousiasme que crée encore dans les médias quand une sonde se pose sur la Lune. J'ai donc accepté de faire cette émission en me demandant bien qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous raconter, car tout a été décortiqué sur la Lune. Il y a d'un côté les chercheurs de vérité, qui ont analysé absolument tout, mais tout, et de l'autre les débunkers professionnels, qui essayent de démonter les arguments de ces derniers pour protéger la maison NASA. Enfin, il y a au milieu, mais comme c'est souvent le cas dans beaucoup de domaines, des personnes qui ont des idées arrêtées sur le sujet, sans avoir fait une once de recherche, et qui insultent gratuitement ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais le 20 juillet prochain, on va fêter le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Or, jamais un sujet n'a été aussi controversé. Il serait intéressant donc de savoir si c'est un canular, comment une telle mystification a pu tenir aussi longtemps. J'ai aussi constaté que la NASA dépensait des sommes folles pour défendre le fait que l'homme ait été sur la Lune. Pourquoi une agence gouvernementale aussi puissante que la NASA avait besoin de cela? Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la puissance de l'information est du côté officiel, car on enseigne cela à l'école, on le raconte dans les médias officiels. On touche à la puissance imposée de la pensée unique, qui formate les cerveaux, si bien sûr c'était un canular. Alors on va tous ensemble se replonger dans l'histoire, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui avait vu, il est vrai, une avancée technologique des Allemands dans le domaine spatial, avec notamment le programme des fusées V2, premier objet à avoir dépassé une distance de 100 km, réalisé par Werner von Braun, passé ensuite aux États-Unis grâce à l'opération Paperclip et à la NASA. Petite parenthèse historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour plus de 95% des personnes à qui on demandait grâce à quelle nation la guerre avait pu être remportée face aux nazis, la réponse était l'URSS. Aujourd'hui, on répondrait à 95% les États-Unis. On voit là déjà comment la désinformation peut changer le cours de l'histoire. Et justement, ce sont les soviétiques qui remportent les premiers succès dans le domaine spatial et prennent une avance considérable. C'est normal. Ils avaient déjà le père de l'astronautique moderne, Konstantin Tsiolkovsky, et son fameux disciple, Sergueï Korolev. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique est la première à placer en orbite le premier satellite Sputnik 1. Les dirigeants politiques du pays sont eux-mêmes surpris de l'incroyable retombée en termes d'image de ce lancement. Moins d'un mois plus tard, le 3 novembre 1957, les soviétiques envoyèrent la chienne Laika dans l'espace, qui mourut, hélas, très rapidement, le système de ventilation étant tombé en panne. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 1957, les hommes ne connaissent strictement rien de l'espace, puisqu'ils sont obligés de dépenser des sommes considérables pour envoyer un chien dans l'espace pour savoir s'il allait y survivre. Les Américains, eux, enverront un singe, nommé Sam, dès 1960 avec leur programme Mercury, soit 9 ans à peine avant le premier pas d'un homme sur la Lune. Les Américains, inquiets de la supposée avancée russe, créèrent en 1958 la NASA. Mais le 2 janvier 1959, les Soviétiques lancent leur première sonde, Luna 1, qui va passer à proximité de la Lune. Ils donnent le départ à la conquête spatiale en devenant le premier engin à se défaire de la gravité terrestre. Ils confortent encore leur avance en envoyant le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, le 12 avril 1961, qui devient de facto un héros mondial. L'Amérique est KO debout, l'URSS triomphante. Kennedy, alors président des États-Unis depuis janvier 1961,
réagit très vite avec un discours devant le Congrès américain le 25 mai 1961, demandant des subventions supplémentaires pour envoyer un homme sur la Lune et le ramener vivant avant la fin des années 70. Kennedy va alors demander à James Edwin Webb, alors administrateur de la NASA, de tout mettre en œuvre pour réussir. Webb est un passionné et il met tout son poids et son expérience pour faire du vœu présidentiel une réussite. C'est le début du programme Apollo. Mais les débuts sont difficiles car l'ampleur de la tâche est énorme. Kennedy commence à douter très vite. Dans un document déclassifié, il y a une conversation téléphonique entre Kennedy et Webb le 18 septembre 1963. Kennedy lui demande s'il est réélu en 1965, au cas où il serait réélu en 1965 pour un second mandat, s'il était possible de voir son vœu s'exaucer et de voir un Américain poser le pied sur la Lune avant la fin de son second mandat. James Webb lui répond que non, que cela sera juste après, hélas. Kennedy demande alors à Webb s'il est si judicieux de dépenser de telles sommes, autant de milliards, alors que de simples sondes donneraient le même résultat. Mais Webb lui assure que non, il faut aller coûte que coûte sur la Lune. Mais 2 jours plus tard, néanmoins, le 20 septembre 1963, Kennedy, dans un discours, demande aux Soviétiques de se joindre aux Américains et de conquérir ensemble la Lune. Mais Nikita Khrouchtchev, à l'époque premier secrétaire de l'Union soviétique, lui répond, dans un autre discours, qu'il n'avait pas ce genre de projet à l'étude et que ce n'était nullement une priorité pour eux. Comme elle est bizarre, cette réponse. Les Russes faisaient déjà la pige aux Américains avec les lancements des premiers satellites hommes-femmes, ils ont aussi lancé la première femme dans l'espace, et sondes survolant la Lune. Accepter la main tendue des Américains, et ils auraient vite fait de transformer cela en « Vous avez vu, ils nous appellent à l'aide, ils ne peuvent pas le faire sans nous », et de s'en retrouver non seulement encore grandis, mais en plus, ne laissant pas d'éventuels lauriers de la gloire aux seuls Américains si ces derniers réussissaient. Mais ils refusent. Les Américains, eux, en 1964, s'engagent dans le conflit nord-vietnamien et on en oublie un peu le programme spatial, bien que le budget explosait littéralement. Le général Samuel C. Phillips, directeur du programme Apollo, présenta le 19 décembre 1965 un rapport où il décrivit un état lamentable du projet Apollo. Il y décrivait les nombreux dysfonctionnements, les lacunes techniques, tant au niveau des lanceurs Saturne que des différents modules lunaires. Il conclut son rapport en disant qu'après 4 années et demie, ces lacunes techniques sont si énormes qu'il ne voit pas comment elles pourraient être résolues dans les 4 prochaines années. Un autre entretien téléphonique déclassifié entre cette fois Johnson, l'ex-vice-président Kennedy qui lui a succédé à la présidence après l'assassinat de ce dernier, et James Webb, toujours l'administrateur de la NASA, montre que le rapport de Samuel Phillips est loin d'être pessimiste. La réalité est là, la NASA est à la rue. Le 27 janvier 1967, alors que l'équipage qui doit décoller 1 mois plus tard effectue une répétition au sol en conditions réelles, un incendie se déclare dans le vaisseau Apollo, dans lequel 3 astronautes se trouvent sanglés sur leur couchette. Les flammes font rage dans l'atmosphère confinée. Virgil Grissom, Edward White, Roger Chaffee décèdent asphyxiés, sans être parvenus à ouvrir l'écoutille et son mécanisme très complexe. L'enquête révèle l'utilisation de nombreux matériaux inflammables, un réseau électrique négligent et beaucoup d'autres faiblesses. En avril 1967, retenez bien cette date, Thomas Ronald Barron,
alors inspecteur de la sécurité chez North American Aviation, le principal contractant de la NASA pour la construction du vaisseau Apollo, présentait un rapport catastrophique de 55 pages, qui concluait que l'on ne pouvait mettre en danger la vie des astronautes juste pour tenir le souhait d'un président décédé maintenant. Pour lui, le programme Apollo devait être revu de A à Z. Ce rapport, vous pouvez bien sûr le trouver sur le net, en anglais bien sûr. Bizarrement, quelques jours plus tard, le 27 avril, la voiture de Thomas Ronald Barron fut bizarrement percutée par un train alors que des témoins l'avaient vu à l'arrêt. L'affaire fut très rapidement classée sans suite. Pour ceux que cela intéresse, je vous mets dans les liens. Je vous mets toutes mes sources dans les liens de la description YouTube comme à mon habitude. Une intéressante émission où un enquêteur, Gary Korsher, a mené son enquête et interrogé de nombreux témoins, dont la fille de Thomas Ronald Barron. Le titre de l'émission en dit suffisamment long. La NASA a-t-elle fait assassiner Thomas Ronald Barron? La situation est donc catastrophique pour le programme Apollo et nous sommes en avril 67. Pour ceux qui, comme vous, sont dans le domaine industriel, vous savez que repartir d'une feuille blanche est souvent plus simple que de corriger quelque chose qui a d'énormes lacunes. À ce propos, dans les nombreux et excellents commentaires que vous m'avez écrits dans ma petite vidéo d'introduction, l'un de vous, que je remercie vivement, m'a écrit cela. Je travaille dans l'aéronautique et quand on sait qu'il a fallu plus de 8 ans à Airbus pour faire voler son A380, alors qu'on est parti d'une base de A340-600, qu'on avait la technologie des partenaires sous-traitants experts dans les systèmes embarqués, avec une armada de bureaux d'études, d'ingénieurs, avec des calculateurs et logiciels très puissants, on comprend que les 7 ans qu'a mis la NASA en partant de zéro pour construire, développer, tester une fusée avec le module lunaire et toute la technologie embarquée que cela représente est tout simplement impossible. Cet abonné met le doigt là où cela fait mal, comparé par rapport à ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec nos moyens technologiques. Alors, comment être passé dans une situation d'échec total, comme le rapport de Barron le stipule en avril 67, au premier pas de Neil Armstrong 27 petits mois plus tard? Le mystère est entier. Cet accident aurait dû causer au bas mot, en étant optimiste, une année de retard, mais sur un programme qui en possédait déjà, sur la date fatidique d'avant 70. Du reste, en mars 1967, James Webb, lui-même l'administrateur de la NASA, déclarait devant une commission parlementaire que les possibilités d'atteindre le but fixé, c'est-à-dire un Américain sur la Lune avant 1970, étaient nulles. Et de manière totalement inexpliquée, lui, le farouche défenseur du programme de sa vie depuis ses débuts, donna sa démission le 7 octobre 1968. Il fut précédé en cela par son second, Robert C. Simmons, qui donna sa démission en janvier 68. Peu de temps après la démission de Webb, l'astronaute vedette Walter Schirra donna aussi sa démission, même s'il ne quittera définitivement le corps des astronautes que le 1er juillet 69. Walter Schirra n'était pas n'importe quel astronaute. Il faisait déjà partie des projets Mercury et Gemini, ainsi que Apollo. Avec son expérience et son charisme, il aurait été sans aucun doute celui qui aurait été choisi pour être le premier homme sur la Lune. Pourquoi toutes ces démissions en rafale à quelques mois du but ultime? Se pourrait-il que, conscient qu'il n'y arriverait pas, une théorie alternative pour ne pas avoir à subir la honte de la nation se serait fait jour, et que ces hommes de conviction ne voulaient pas devenir des acteurs de cinéma et des menteurs? Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque.
Les Américains sont matraqués par des films, des documentaires, des dessins animés, des revues, des bandes dessinées, des jouets, à la gloire des astronautes qui allaient conquérir la Lune et mettre minables les affreux soviétiques. Sans parler des parcs Disney qui ouvraient des activités à la gloire de leurs futurs héros. À ce point, il est évident que si pour une raison X, on avait su ne pas pouvoir aller sur la Lune, ils auraient tout de même été obligés de le faire croire. Du reste, comme un pied de nez à l'histoire, en 1977, sortait le film Capricorn One, où le monde entier est devant son poste de télé pour voir 3 astronautes partir pour la planète Mars, mais que l'on évacue sur le pas de tir pour les emmener dans une base secrète. On leur dit que le voyage est impossible et qu'ils tourneront en studio. Beau clin d'œil, non? Vous l'aurez compris, après l'alunissage en direct, le 20 juillet 69, les théories du complot vont exploser. Le premier à dégainer n'est pas n'importe qui. C'est Bill Kaysing. Il a travaillé comme rédacteur technique chez Rocket Team, une division de North American Aviation où sont produits les moteurs des fusées Saturne V. Il écrira un livre en 1976, On n'est jamais allé sur la Lune. C'est une fourberie à 30 milliards de dollars. Des centaines d'autres vont lui emboîter le pas, et de l'autre côté, des défenseurs aussi vont venir secourir la NASA. Avec l'arrivée d'Internet, c'est l'explosion. Et le Moon Hoax se propage. Moon Hoax, c'est le canular de la Lune. La NASA se défend et publie toutes les photos des missions Apollo, mais aussi différents DVD. On va donc entrer dans le vif du sujet et regarder les meilleures preuves que les uns et les autres ont pour convaincre de leur théorie. La première chose qui frappe l'esprit quand on pense à la Lune est « Mais pourquoi diable nous ne sommes jamais retournés sur la Lune ?» En 1969, alors que tout le monde, loin de là, n'avait pas de poste de télévision, un demi-milliard de personnes, sur un total, je le rappelle, en cette année de 3,6 milliards d'humains, étaient devant un écran noir et blanc de piètre qualité pour regarder cet événement extraordinaire. Imaginez aujourd'hui, imaginez 2 secondes, l'impact en 2019 qu'aurait par exemple l'alunissage en direct, en couleur, de Russes, Chinois, Japonais, Européens, avec une excellente qualité. Ce serait féerique. Une simple sonde, aujourd'hui, fait les unes. Bon, pas très longtemps, il est vrai, car on n'a vite plus aucune nouvelle. Mais imaginez les retombées positives, la fierté flattée de la nation qui retournerait en direct sur la Lune. Alors pourquoi ils ne le font pas? 2 arguments sont avancés. Le coût financier et que cela ne servirait à rien, on connaît tout de la Lune. Ce sont des arguments qui ne tiennent nullement la route. Vu qu'on continue à y envoyer des sondes, que l'on fait tous les jours des découvertes incroyables sur la Lune, et que l'argent se trouve surtout pour des pays tels que la Chine. De plus, si avec la technologie des années 60, on a envoyé des hommes sur la Lune, imaginez avec la nôtre aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Neil Armstrong est mort, cela a incité 2 directeurs de recherche de Google à se replonger dans les archives de l'informatique. Sur leur blog Inside Search, ils ont procédé à un retour vers le futur en comparant l'incomparable, la puissance informatique d'hier et d'aujourd'hui. L'Apollo Guidance Computer, l'ordinateur de vol du module lunaire de 1969, exécutait les instructions à une vitesse de 40 kHz, soit 0,00004 GHz, à peu près 100 000 fois moins vite qu'un ordinateur portable d'aujourd'hui que vous avez chez vous à la maison. Au sol, la NASA avait accès aux ordinateurs les plus performants de l'époque, 5 unités centrales IBM 360-75. Les 2 ingénieurs comparent cette puissance informatique à celle d'aujourd'hui, et le constat est surprenant pour les non-avertis. La puissance du temps de calcul nécessitée par une recherche Google à l'heure actuelle correspond à celle nécessaire à l'ensemble du programme spatial Apollo qui a duré 11 ans et a lancé 17 missions. En d'autres termes, quand on
on entre une requête simple sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde. On met en mouvement la même quantité de puissance informatique qui a permis d'envoyer Neil Armstrong sur la Lune, en quelques millisecondes seulement. C'est ce que j'avais fait devant vous dans ma vidéo de présentation. C'est devenu tellement banal pour tout le monde, maintenant, hélas. Mais c'est juste hallucinant quand vous y pensez 2 secondes. En tapant Moon Hoax, canular de la Lune donc, Google m'a trouvé 13 800 000 résultats en 0,35 secondes. Ça n'a l'air de rien, mais cette simple requête est plus rapide et a une puissance informatique plus importante que l'ensemble du programme Apollo. L'Inde, le Japon, la Chine, les Russes, etc. ont envoyé des sondes se poser sur la Lune. Aujourd'hui, cela serait pour ces nations d'une simplicité enfantine d'envoyer des hommes sur la Lune. Mais en prétexte de faux arguments non valables, pour faire croire que ce n'est pas possible et que cela coûterait une fortune colossale. Vraiment ? La soi-disant course entre Américains et Russes pour arriver les premiers sur la Lune s'est arrêtée avec un accord historique signé entre Nixon et Brejnev pour développer une coopération spatiale qui a amené à fabriquer l'ISS, qui est bien plus coûteuse que d'installer une base fixe sur la Lune. Bien plus pratique aussi. Imaginez un télescope placé sur la Lune, la qualité des images qu'il aurait. Et justement, en parlant de télescope, on va là titiller un autre énorme problème. Depuis l'époque de Galilée, où l'on construit des lunettes, puis plus tard des télescopes, on ne voit toujours qu'une insipide surface morte de la Lune. Le plus souvent, on a l'impression d'être sur un minuscule astéroïde dont on voit à chaque fois les bords. Or, nous avons aujourd'hui la technologie pour lire, à partir d'un satellite, la plaque minéralogique d'une voiture. Alors, j'entends déjà les débunkers professionnels dire que la Lune n'est pas à la même distance que la Terre, et pourtant, des sondes, des satellites en gravité gravitent autour de la Lune, mais on ne voit jamais rien venir. Imaginez un satellite situé sur une orbite comprise, secret jalousement gardé, entre 300 et 30 000 km, capable de lire une plaque minéralogique. Hélas, même en devenant milliardaire demain, vous ne pourrez vous acheter qu'un télescope réduisant en un minuscule point un détail comme le Stade de France, par exemple. Imaginez ce qu'on a pu voir de la Lune, par exemple, du télescope du Mont Palomar, doté d'un miroir de 5 mètres, entré en fonction en 1948. Vous vous doutez que ces télescopes d'État ont été utilisés pour observer la Lune en haute définition. Sauf qu'il n'y a aucune photo haute définition de la Lune. Lancée en 1994, la sonde US Clémentine eut pour mission de photographier la Lune sous tous les angles ou presque. Chacun s'attendait à une qualité sans commune mesure avec celle des sondes Lunar Orbiter envoyées 30 ans auparavant. Clémentine était la première sonde lunaire lancée par la NASA depuis 20 ans. Les instruments de la sonde ont permis pour la première fois d'obtenir des images du pôle sud de la Lune. Les mesures effectuées suggérèrent que de la glace d'eau pourrait subsister dans les parties et certains cratères du pôle sud qui seraient en permanence à l'ombre. Clémentine emportait 7 expériences distinctes à son bord. Une caméra UV, une caméra dans le proche infrarouge, une caméra infrarouge à longue longueur d'onde, une caméra haute résolution, 2 caméras de poursuite stellaire, un altimètre laser et un télescope pour particules chargées. Quelle ne fut pas la déception au vu de la consternante et médiocrité des images, toujours en noir et blanc. Pourquoi n'a-t-on toujours pas des images de qualité haute définition en couleur de la surface de la Lune et avons-nous toujours que des photos médiocres? Aujourd'hui, des amateurs, améliorant sans cesse leur propre petit télescope, offrent des images plus belles, plus nettes que celles des télescopes géants, et que dire des instruments très haute définition des sondes qui sont envoyées sur la Lune. Par exemple, des images que des amateurs sont capables de faire aujourd'hui avec leurs petits moyens. On y voit des couleurs. On ne parle pas des photos floutées où des choses ont été gommées. Je vous mets dans les liens un excellent article qui explique comment procède Google Moon. Justement, il suit des images de la sonde Clémentine. Je vous mettrai aussi 2 chaînes YouTube qui scrutent la Lune
dont une, franchement, est exceptionnelle et j'adore. Y aller sur la Lune avec une base fixe, est-ce vraiment, comme pour l'ISS, dépenser l'argent par les fenêtres? Les complexes militaro-industriels ne verraient vraiment la Lune que comme un astre mort? Eh bien non. Tout le monde sait, et cela depuis longtemps, avec l'analyse des roches lunaires, et évidemment je reviendrai sur celle-ci plus tard, hein, que la Lune possède des milliards de tonnes de ressources naturelles. L'une d'elles est tout particulièrement convoitée. Son nom, l'hélium-3, un élément extrêmement rare sur Terre, mais présent en abondance sur le sol lunaire. Cet isotope a la particularité d'être le carburant idéal pour la fusion nucléaire. Un processus qui consiste à assembler deux noyaux atomiques légers pour produire des quantités considérables d'énergie sans déchets radioactifs. Le robot lunaire chinois Yutu-2, arrivé jeudi 3 janvier 2019 à bord de l'atterrisseur Change 4, a commencé à inspecter la face cachée du satellite de la Terre. Officiellement, il va collecter des données sur la topographie et la composition du sol durant 1 ou 2 mois avant de rendre l'âme. Mais à en croire le South China Morning Post, un journal hongkongais, le véritable objectif de la mission Change 4 est de déterminer la quantité exacte d'hélium-3 présent sur la Lune et surtout où le trouver. Ce supercarburant est une denrée si rare sur Terre que son prix au kilo dépasse aujourd'hui le million de dollars. Je vous rappelle que le prix d'un kilo d'or est de 37 000 euros. Quand on voit ce que l'homme est capable de faire pour s'approprier de l'or, imaginez de l'hélium-3 à 1 million de dollars le kilo. Et ce n'est pas la seule ressource exploitable sur la Lune. On y trouve également de nombreux métaux précieux. Cérium, terbium, samarium, scandium, gadolinium, lantane, etc., etc. En fait, il y en a à peu près 15 métaux ultra précieux que l'on appelle des terres rares. Ils sont présents dans tous nos appareils électroniques, smartphones, tablettes, téléviseurs, PC, etc. Et jusque dans les billets de banque. Mais les gisements connus et exploitables sont très limités sur notre planète, de 110 à 150 millions de tonnes seulement, et les prix explosent. Et quelqu'un réussirait à me faire croire qu'avec ces gisements à portée de main, alors que l'homme, avec des moyens rudimentaires, a mis le pied sur la Lune en 1969, en 2019, alors que les ressources sur Terre s'épuisent, aucun pays, aucune multinationale, aucun complexe militaro-industriel n'aurait l'idée incroyable d'aller les exploiter sur la Lune, et que l'on penserait juste comme le fait SpaceX, faire du tourisme spatial. Je rappelle que SpaceX, si vous avez des sous, vous emmène faire le tour de la Lune dans 4 petites années. Le premier à avoir acheté son billet est un milliardaire japonais qui partira avec plusieurs artistes. Diantre. Il devient donc si facile, même sans avoir de formation d'astronaute, d'aller faire le tour de la Lune. Mais s'y poser poserait d'énormes problèmes. Alors évidemment, ces considérations n'expliquent nullement si l'homme a été ou non sur la Lune en 1969. Mais c'est juste pour vous expliquer que la Lune est loin d'être un astre mort uniquement rempli de poussière et de cailloux, car c'est hélas souvent ce que l'on nous présente pour expliquer pourquoi l'homme n'y serait jamais retourné. Astre mort est la réponse qui revient le plus si on interroge le kidam moyen sur ce qu'il pense de la Lune. Or, il est loin d'être mort. On observe depuis l'invention des premières lunettes des faits étranges sur cet astre, notamment de vives lumières que personne de sérieux ne conteste et que personne ne sait expliquer, même si des explications ubuesques, style réflexion de la lumière du soleil sur des poussières. Ben voyons. Ces phénomènes lunaires transitoires, appelés LTP, sont très connus et surtout présents dans de nombreux cratères de la Lune. Et ce, bien avant les missions Apollo. Or, justement, ces cratères sont connus. Pourquoi aucune sonde ne les survole pas en nous envoyant des images? Pourquoi les missions Apollo se sont tenues très loin des cratères dont justement ces flashs lumineux sont observés depuis très longtemps? Mais c'est le sujet d'une autre nouvelle émission sur la Lune concernant bien d'autres mystères connus depuis le début du siècle, mais que l'on nous cache intentionnellement, comme la présence d'une légère atmosphère sur la Lune. Bien que récemment, on vient de dire que la Terre, l'atmosphère de la Terre va jusqu'à sur la Lune. Est-ce que l'on prépare le public? On voit même sur certaines images des nuages. C'est une photo que j'avais déjà présentée dans ma vidéo d'introduction.
Qui dit nuage dit eau et air. Bah justement, on a découvert de l'eau sur la Lune. Hein. J'ai lu tous vos commentaires de ma vidéo d'introduction, punaise. Comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir un public de passionnés et d'experts. J'ai aussi lu tous les arguments les plus diffusés. J'ai été très étonné de découvrir des bunkers officiels travaillant pour la NASA, dont un très célèbre en Italie, qui va faire des conférences pour aller démonter des arguments de ceux qui pensent que les missions Apollo sont un pur subterfuge. Pourquoi fait-il cela? Qui le paye? Car ce n'est pas ces conférences devant 10-15 personnes qui vont le faire. Pourquoi la NASA elle-même se sent obligée sur son site de donner des preuves des alunissages? C'est assez curieux, je dois dire. Alors on va commencer par les arguments des débunkers officiels. L'un de ceux-là de dire que les missions Apollo ont rapporté des kilos, voire des centaines de kilos de pierres lunaires, donc c'est QFD, ils sont allés sur la Lune. Cela pourrait être un argument, effectivement, mettant échec et mat les théories conspirationnistes. D'ailleurs, pourquoi conspirationniste? Pourquoi on est un conspirationniste si on ne croit pas à quelque chose que l'on nous dit? Je ne conspire rien, quoi, on constate, c'est tout. Hein. Il est extrêmement intéressant à analyser. La première chose que j'ai faite est de savoir si les techniciens d'Apollo avaient prévu avant ce surplus de poids. Et oui, on nous raconte d'un côté que l'on met du scotch, on le verra plus tard, pour gagner du poids, et on ramène du surpoids en conséquent en retour. Était-il prévu? Car les cailloux, ça pèse. Sur ce point, je n'ai rien trouvé, mais j'ai peut-être mal cherché. Et si l'un de vous a une information, je suis preneur. Mais j'ai un doute énorme. Ensuite, il faut savoir que les Russes, avec leurs sondes, ont aussi ramené des cailloux lunaires. Certes, en bien moins grande quantité, mais ils n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert que Werner von Braun, qui, je le rappelle, est directeur mission Apollo, est parti en Antarctique entre, tenez-vous bien, décembre 66 et janvier 67. Les débunkers professionnels racontent que c'était pour étudier les conditions pour les missions lunaires. Là, ils se moquent un peu du monde, car il n'y a strictement aucun rapport entre cet univers glacé et venteux et celui caillouteux et paisible de la Lune. Or, figurez-vous que l'Antarctique éloigné constitue une des meilleures régions de collecte de météorites de la planète. Les roches spatiales s'y accumulent depuis des millénaires, préservées du climat froid et désertique du continent. Les météorites tombent et s'enfoncent dans des couches de glace à l'intérieur du continent. Lorsque la glace se dirige vers les côtes antarctiques, elle se heurte en montagnes transantarctiques où des vents puissants et secs enlèvent la glace et exposent leur cargaison d'un autre monde. Couche après couche, siècle après siècle, la glace se décolle, laissant de riches zones d'échouage de météorites où des centaines de roches spatiales peuvent être trouvées dans une zone de la taille d'un terrain de football. Petite zone, pratique. Elle contraste bien avec les reflets blancs de la neige et de la glace. Les scientifiques le comparent à un tapis roulant en service depuis 2 millions d'années. Regardez cette belle météorite. Les expéditions ont lieu d'octobre au début de janvier, lorsque le soleil ne se couche jamais. Justement, les Américains sont présents en Antarctique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les nazis avant eux. Et justement, von Braun était le père de fusée V2, ancien nazi, et justement, von Braun a mené son expédition entre décembre et janvier. Franchement, de vous à moi, on est début 67. Le programme Apollo bat de l'aile pour des raisons techniques, c'est la catastrophe absolue, comme le décrit le rapport Barron. Et c'est là que l'un de ses directeurs les plus influents, le père de la fusée Saturne V, déciderait tout d'un coup de prendre quelques semaines de visite en Antarctique. Qui peut croire cela? Alors bien sûr, me direz-vous, on y trouve de tout en Antarctique. Des cailloux du fin fond de l'univers, de Mars, de la Lune, pas tous des roches lunaires. Bah justement, ils n'en savent rien de leur origine. Mais qui d'autre peut le savoir? On peut se tromper, c'est certain. Écoutez cela. Une pierre lunaire issue des missions Apollo avait été offerte déjà le 9
octobre 69, un ancien Premier ministre néerlandais par l'ambassadeur américain aux Pays-Bas. Je sais pas vous. 3-4 mois plus tard, les Américains rapportent des roches lunaires, ils en offrent. Très généreux de leur part. Mais c'est pas le tout. Le cadeau constituait un souvenir du voyage sur la Lune, réalisé en 69 par les Américains. Ce n'est qu'en 1991, lorsque son propriétaire, Willem Dries, est décédé, que le musée a pu conserver la pierre. Pour le musée, il s'agissait d'un objet historique de grande valeur. Il a été immédiatement assuré pour 500 000 $. Mais des doutes ont été émis quant à la provenance réelle du caillou, un expert invoquant que jamais la NASA ne se serait dessaisie d'un tel objet et surtout si rapidement. Suite à des expertises approfondies, il s'est avéré que les doutes étaient justifiés. Les autorités du musée ont en effet déclaré que cette pierre ne venait pas de la Lune. Elle ne serait qu'un morceau de bois pétrifié qui ne vaudrait pas plus de 70 $ d'après les spécialistes. Il est à noter que dès le début des années 70, les États-Unis ont offert des roches lunaires à plus d'une centaine de pays. Comme c'est étonnant d'être si généreux. Cela ressemble à une opération marketing de grande envergure. Je vous mets évidemment tous ces liens dans les descriptifs YouTube pour ceux qui veulent aller lire les articles et tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait de belles forêts en Antarctique, mais cela, c'est encore un autre sujet. Et que de prime abord, une pierre ressemble à une autre. Je suis certain que si tous les pays du monde se mettaient à analyser le cadeau reçu des Américains, on aurait certes des pierres lunaires, mais aussi, comme pour ce musée, bien des surprises. Du reste, on découvre des pierres lunaires similaires à celles de la Lune, mais venant de notre bonne vieille planète. Alors attention, c'est très difficile à prononcer. La tranquillitite est un minerai qui doit son nom à l'endroit où il a été trouvé en 69, la mer de la Tranquillité, une plaine située sur la Lune. Ce minerai a longtemps été considéré comme un minerai propre à la Lune, jusqu'à ce que des géologues en trouvent des échantillons dans l'ouest de l'Australie, a déclaré Birger Rasmussen, un scientifique australien. Il n'avait jamais été découvert dans d'autres échantillons terrestres depuis plus de 40 ans, a déclaré à l'AFP le scientifique de la Curtin University à Perth. Les échantillons de la Lune étaient considérés comme extrêmement précieux, ont été soumis à quantité d'examens très détaillés, alors qu'on en avait sous notre nez depuis toujours. On en a toujours eu sur Terre, ils ne sont pas juste venus de la Lune, a souligné le scientifique qui a publié ses recherches dans la publication Geology. Là aussi, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Bon, les pierres lunaires, l'argument est caduc, voire neutre, au mieux. Le deuxième argument qui pourrait sembler massue pour les débunkers est la pose d'un rétroréflecteur sur la Lune par les missions Apollo. Hélas, en pointant un rayon laser, cela revient, rétroréflecteur ou pas. Ça, c'est vraiment l'argument du pauvre. D'abord, dès le début des années 60, les Américains envoyaient des rayons laser en recevant son écho sans rétroréflecteur. Ensuite, les Russes, avec leurs sondes, en ont aussi laissé sur place. D'ailleurs, il y a un article, je crois que j'ai lu, mystérieusement, ils en avaient laissé un avec un robot, ils ont réussi à réactiver le robot 40 ans plus tard. Je n'ai pas encore tout lu. Franchement, c'est un non-problème qui va convaincre aucun des deux camps. Par contre, j'ai trouvé une petite pépite de chaîne française YouTube qui va vous détailler cette affaire de rétroréflecteur qui ne me passionne guère, mais il y a aussi bien d'autres sujets. Ensuite, il reste des arguments du type « Comment les 400 000 personnes travaillant pour la NASA auraient pu garder ce secret sans fuite ?» Ah lol, ça c'est encore un argument, mais sans aucune valeur. Comme si on avait besoin de mettre au courant tout le monde. Il faut déjà savoir que le programme Apollo, effectivement, a bien concerné 400 000 personnes, mais réparties sur 20 000 sociétés différentes, 20 000 sociétés, sur l'ensemble du territoire. Ces sociétés représentent plus de 90% du programme Apollo. Et là aussi se pose une question extraordinaire. Nous n'avions pas, comme de nos jours, de supercalculateurs.
pour tester en informatique toutes sortes de composants. On comprend qu'avec une telle infrastructure décentralisée, il y a eu tant de problèmes. Comment tout se serait réglé d'un coup de baguette magique en 1 an et demi? Impossible. On assemble des choses qui viennent de tout le pays, de 20 000 sociétés différentes. Si certains d'entre vous travaillent dans de grosses sociétés, lesquels d'entre vous savent me dire s'ils connaissent tout de leur entreprise, ses holdings, ses placements, ce qui se dit lors de tous les conseils d'administration? Restons donc sérieux 2 secondes. Si la NASA avait fait un canular de ses missions lunaires, seule une infime partie de personnes aurait eu besoin d'être informées. L'autre argument qui revient souvent est pourquoi les Russes n'ont rien dit? Pourquoi faire? N'avait-il pas mieux à gagner à se taire, monnayant leur silence? Surtout s'ils étaient convaincus de ne pouvoir aller sur la Lune. Du reste, hypothèse toute personnelle, peut-être que les Américains avaient déjà aussi une monnaie d'échange. Honnêtement, j'ai beau lire tous les arguments des débunkers, aucun n'est à même de prouver quoi que ce soit. Alors qu'une fois de plus, il serait si simple de braquer une caméra espion d'un satellite, d'une sonde avec des hautes résolutions qui gravitent autour de la Lune, ou des grands télescopes sur Terre pour mettre fin à ce débat en nous montrant dans les détails les sites d'alunissage, les rovers laissés sur place, mais ils ne le font pas, à part nous montrer des traces de roues qu'un adolescent maîtrisant Photoshop pourrait réaliser en quelques minutes. On a la technologie pour lire des plaques minéralogiques, mais on ne l'aurait pas pour nous montrer un rover. Par contre, les preuves que les Américains n'y sont jamais allés sont si énormes, si incroyablement détaillées que je ne pourrais pas les traiter, sinon il me faudrait une émission de 24 heures. Je vais donc juste en traiter quelques-unes, mais pas aussi détaillées de ce que vous pourrez trouver sur les blogs d'experts, puis il y a vraiment des experts. Je ne vais pas vous parler des ceintures de Van Allen, car c'est un sujet si complexe qu'il mérite à lui seul une émission. Alors vous voyez, les ceintures de Van Allen, c'est des ceintures qui nous protègent, qui sont tout autour de la Terre. Des rayonnements très néfastes du cosmos. Et vous voyez que dans l'orbite basse de la Terre, il y a un vide, là où il y a par exemple, soi-disant, l'ISS. Et c'est James Van Allen qui, en 1958, grâce à des compteurs Geiger embarqués dans les satellites Explorer 1 et 3, qui a pu mesurer leur extrême dangerosité. Il faut juste savoir que c'était un problème avant les missions Apollo, pas du tout un problème pendant, et à nouveau un problème de nos jours. Ce n'est juste pas un problème pour les débunkers professionnels qui jouent les fanfarons mais qui ne savent rien. Pour résumer, je ne vois pas comment les Russes et Américains ont d'abord envoyé un animal dans notre orbite basse sans radiation pour voir si tout allait bien, et d'envoyer directement des hommes traverser ces ceintures que les compteurs Geiger de Van Allen disaient hautement radioactives, tellement radioactives que le curseur explosait littéralement, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à détecter la radioactivité, il revenait à 0, et qu'on a envoyé donc directement des hommes sans test, traverser ces ceintures. Les débunkers racontent des histoires à dormir debout, d'inclinaison à 30 degrés pour les traverser. Et surtout, les tableaux analytiques de la NASA nous montrent que les astronautes n'ont pris de doses inférieures que s'ils avaient passé une radiographie. Là, on touche là du doigt le mensonge, quand dans le même temps, leurs propres astronautes et ingénieurs en 2019 nous expliquent que ces ceintures sont un véritable problème. On va regarder une petite vidéo ensemble. How do we ensure the presence of humans in space? Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually.
As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. On voit bien donc que c'est un gros problème. C'est un problème pour les astronautes, c'est un problème pour les ingénieurs. Les seuls pour qui ce n'est pas un problème, ce sont les débunkers professionnels fanfaronnant sur leur chaîne YouTube, sans aucune formation scientifique. Et voici ce que disent les Russes actuellement. Selon le concepteur général des complexes habités, Evgeny Mikrin, le premier atterrissage des cosmonautes russes sur la Lune n'aura pas lieu avant 2030, une fois que le problème des ceintures de rayonnement Van Allen sera résolu. Allez, parlons plutôt du LEM. Le module lunaire, ou LEM pour Lunar Excursion Module, est le véhicule spatial utilisé pour débarquer des hommes sur la Lune. Son rôle est de faire atterrir sur la Lune 2 des 3 membres d'équipage du vaisseau Apollo avant de décoller pour rejoindre le module de commande et de service appelé CSM, resté en orbite lunaire et chargé de ramener l'équipage sur Terre. Après avoir étudié plusieurs configurations pour le vaisseau spatial, la NASA choisit en 1962 d'avoir recours au LEM, malgré les interrogations que suscite à cette époque le recours au rendez-vous orbital lunaire que sous-entendait ce choix. Seule cette solution permettait en effet de tenir l'échéance, la fameuse échéance fixée par JFK, en réduisant la masse satellisée et en limitant les coûts et les risques techniques. Le LEM comporte 2 étages, un étage de descente dont le rôle principal est de faire atterrir verticalement le module lunaire grâce à un moteur à poussée variable, et un étage de remontée doté de son propre moteur et dans lequel se situe la cabine pressurisée où séjournent les astronautes. La conception et la construction du module lunaire ont été réalisées sous la maîtrise d'œuvre de la société aérospatiale Grumman entre 1962 et 1969. Il y a des sites très pointus qui expliquent l'impossibilité du LEM. Mais ils utilisent un tel jargon si technique que même moi je m'y perds. Du reste, les soviétiques ne mettaient pas en cause le fait de pouvoir aller sur la Lune. C'était assez simple, même pour eux. Mais d'en repartir, ils ne savaient pas comment en repartir, car il y avait de nombreux paramètres à prendre en compte, l'extraordinaire précision nécessaire lors de la poussée, parce qu'il n'y a pas de pas de tir, hein. Alors, des fois, on a des lemmes qui sont posés comme ça, mais le truc, il va tout droit. C'est bizarre. Du timing pour rejoindre le module de commande. Bah, si on rate, c'est fini. Hein. Le module de commande, on ne repart plus sur Terre. On file dans l'espace. Son arrimage au module de commande et la quantité de carburant et d'oxygène nécessaire à la mission. Eux qui avaient tant d'avance se sont fait mettre minables par les Américains. Beaucoup, vous l'aurez compris, dénoncent les capacités de ce LEM à repartir de la Lune. Pourtant, en 2019, il serait tellement simple de mettre les plans de ce LEM dans un ordinateur capable de simuler des fonctionnalités de n'importe quelle machine. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Aujourd'hui, on met des plans dans un ordinateur, et puis, par exemple, les plans d'un moteur de voiture, et puis on regarde comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les écuries de Formule 1 maximisent les performances de leur voiture, puisqu'il n'y a presque plus d'essais. Hein. Donc, on maximise l'aérodynamique, certes en soufflerie, mais aussi le moteur grâce à des ordinateurs. Mais, problème, la société Grumman n'a plus les plans du LEM. Les débunkers disent que la société Grumman n'a pas pour vocation d'être un musée. Ils ne voulaient pas garder des archives. Non mais sérieusement, qui peut croire une ânerie pareille? Imaginez-vous 2 minutes patron d'une société qui a conçu et fabriqué l'unique machine à avoir posé des hommes sur la Lune en les faisant repartir. Vous allez vraiment jeter ces archives alors qu'elles font la fierté, la notoriété de votre entreprise? Au pire, si c'est vraiment un problème de place, vous louez un box à $30 le mois. Pour une telle société, ça va être peanuts pour stocker ces précieuses archives, ou encore mieux, vous les vendez, donnez à un musée. Il serait des centaines à se porter acquéreur.
Pire, le nouveau projet américain Constellation pour retourner sur la Lune voudrait s'inspirer du LEM. Ça colle pas. Et seuls les débunkers professionnels payés par la NASA peuvent penser qu'une quelconque société se serait débarrassée de ces plans. Et je parle des plans d'origine, hein, pas des schémas que l'on trouve partout et qui déjà laissent perplexes les experts. Mais figurez-vous que ce n'est rien. La NASA a perdu les originaux des films des premiers pas de Armstrong sur la Lune. Et pire encore, les films et les tirages originaux ont tous été perdus. Il ne reste que les duplications. On se moque ouvertement et à la face du monde sans que cela n'en fasse sourciller que quelques-uns. On va voir ce LEM à l'œuvre, repartir de la Lune, la chose impossible pour les soviétiques. Vidéo. Rien ne vous a choqué? Je vais vous la remontrer après. Il n'y a eu aucune trace du réacteur. Alors les débunkers disent que sur la Lune, en absence d'atmosphère, il ne doit rien avoir. Ah bon? Pourtant, vous avez tous vu des vaisseaux Soyouz en approche de l'ISS qui ont exactement le même type de carburant que le LEM, c'est-à-dire du carburant hypergolique. Et on voit les traces que ce carburant laisse dans l'espace alors que Soyouz ne fait que de légères corrections pour s'approcher de l'ISS. Alors imaginez la poussée qu'il faut pour s'extraire de la gravité lunaire, qui est certes 6 fois moindre que sur la Terre, mais elle n'est pas nulle. Or, pour s'extraire de la Terre, il faut la pousser d'une énorme fusée. Et là, de la Lune, que dalle, pas de poussée, pas de trace. Je vous mets en lien le test de poussée dans le vide de l'un des moteurs de SpaceX. Et bien évidemment, le carburant hypergolique est bien visible. Allez, je vous remontre la vidéo de la NASA et je vais vous dire que pour moi, ce sont que des maquettes en miniature. Il y a encore un autre problème. Là, la vidéo que je vous ai mise dure que, je ne sais plus, 4 secondes. Mais sur le site de la NASA, en fonction des missions, c'est entre 30 et 60 minutes que ce type de vidéo dure. Alors, vous êtes là pendant 30 ou 60 minutes à regarder un LEM qui ne bouge pas, quoi. Et puis, pouf, après, il décolle. Mais oui, il faut positionner la caméra en fixe, l'antenne de direction de transmission du signal vers la Terre, remonter dans le module et préparer la longue mise à feu pour attendre le moment idoine pour attraper le module de commande, pour pas le rater. Sauf que, petit problème, le signal devrait se couper. Il faut savoir que sur la Lune, toutes les caméras avaient une optique comme ça de projection. Vous voyez, il y avait un viseur, on mettait la Terre au milieu et on ne pouvait pas bouger de plus ou moins de 3 degrés. Mais attention, ça bouge, même quand vous restez en fixe, tout bouge, la Terre ne va pas rester là. Hein. Si vous faites le test avec sur notre bonne vieille Terre, la Lune, vous visez la Lune, bah, vous allez voir qu'elle ne va pas rester dans le cercle toute seule. Et donc, ce signal ne peut pas rester, ne peut pas aboutir sur Terre. C'est encore pire parce qu'il y avait des caméras qui étaient fixées sur les rovers et qui devaient viser la Terre. Et souvent, ils bougeaient. Donc, on voyait, en fait, si on simule dans un ordinateur les mouvements du rover, ça faisait par rapport à la petite fenêtre que je vous ai mise là, ça faisait comme ça. Hop, un coup je te vois la Terre, un coup je te vois pas, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Bon. Pour la petite histoire, le moteur du LEM est dans la cabine pressurisée. Les astronautes s'assoient dessus. Or, figurez-vous que la NASA a diffusé de nombreuses vidéos où l'on n'entend rien. Ah, les débunkers professionnels racontent que c'est parce qu'il y a le vide de l'espace. Ben non, c'est dans la cabine pressurisée. Imaginez que vous êtes dans une Formule 1 que vous n'entendriez pas le moteur qui est derrière vous, quoi. Ce sont des images officielles de la NASA. Et ce sont les mêmes pour toutes les missions. Le moteur est dans la cabine. On ne l'entend pas. On ne va pas éléguer sur le fait que le LEM est totalement incondisible et qu'il lui serait impossible en 69 de rejoindre le module orbitant autour de la Lune.
Je vous laisse les explications fort techniques, si ça vous intéresse, de l'excellent blog de Michel Chêne pour vous expliquer tout ça. Ainsi que des vidéos d'experts sur l'impossibilité du LEM pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont friands de technicité, ainsi que d'un lien d'un expert en ingénierie qui détaille, mais alors techniquement, l'impossibilité du LEM. Au fait, j'espère que vous l'avez déjà vu de près, ce LEM. Je vous montre quelques photos ici, issues du site de la NASA. Oui, parce que je vous précise que toutes les photos officielles de la NASA sont numérotées. AS11 veut dire Apollo 11, et suivi de chiffres. Si une photo vous intéresse, notez son numéro, que vous allez voir apparaître tout en haut de l'écran. Vous la rentrez, c'est même pas la peine d'aller sur le site de la NASA, vous rentrez directement ce numéro dans Google, et il va vous la retrouver. Mais pour en revenir, je vous conseille aussi de regarder la vidéo que je vous mets en lien intitulée « Impossibilité du LEM ». Allez, petit tour du propriétaire. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le LEM, voguant vers la Lune, photo prise du module de commande issu du site de la NASA. Un beau truc, hein. Je sais pas à quoi ça me fait penser, moi, un dessin animé, Bric et Broc, mais bon, je ne retrouve pas le nom, donc ça sert à rien. On va le voir poser sur la Lune. Le voici posé sur la Lune, des milliards de dollars à dépenser pour se retrouver avec des milliers de bouts de scotch. Et oui, le LEM a coûté 2,2 milliards de dollars de l'époque, ce qui équivaudrait en dollars d'aujourd'hui à, tenez-vous bien, 22 milliards de dollars. Et là, c'est un zoom. On a toujours les photos, hein, tout en haut. Vous voyez, vous lisez AS11 40, enfin AS11-40-5922 zoom. Ça veut dire que c'est le zoom de la photo 5922 que vous pouvez retrouver partout. Alors avec celle-ci, nous allons aborder un autre sujet très intéressant. Pour se poser sur la Lune, ce LEM a dû activer son moteur en rétropoussé pour ne pas s'écraser. Ce LEM fait tout de même près de 14 tonnes. Même si la gravité lunaire n'est pas la même que sur la Terre, elle n'est pas nulle. Elle n'est que 6 fois inférieure. Les astronautes ont tous décrit un paysage lunaire fort en poussière. Du reste, on voit souvent leur combinaison vite noircie par celle-ci. Or, regardez ce mystère extraordinaire. Sous le LEM, à quelques centimètres du moteur qui a opéré la rétropoussée, on ne voit rien. Imaginez 2 secondes pour ceux qui ont un souffleur de jardin, ce que cela donnerait. Là, c'est nickel. Pire, on va y regarder de plus près. Alors, on a beau y regarder de plus près, il n'y a strictement rien. Pas une trace. Et là, c'était un moteur de grosse poussée quand même, parce que rappelez-vous que ça pèse 14 tonnes, hein, donc ça ne peut pas s'écraser comme ça. Hein. Alors maintenant, on va regarder les pieds de plus près. Regardez ces pieds comme ils sont, nickel. Il n'y a pas une trace de poussière dessus, alors que le moteur a dû souffler de la poussière partout. Il a été soumis à un déluge de poussière, mais lui, il n'a rien, pas une trace. De plus, tous les astronautes racontent qu'il y a une couche de poussière lunaire de 15 cm. Et malgré les 14 tonnes du LEM, on dirait qu'il fait une empreinte aussi profonde que les pas des astronautes. C'est quand même très étonnant. Je l'ai juste doucement posé. Regardez, d'ailleurs, vous avez l'avant du pied, elle ne touche même pas le sol. Et juste l'arrière. C'est juste extraordinaire. Elle pèse juste 14 tonnes. Quoi. Alors, juste pour bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de poussière lunaire, hein, parce que on va se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est? Voilà, on parle de ça. Hein, vous voyez, la combinaison, là, elle était blanche. Elle est grise maintenant. Observez bien aussi la caméra, retenez-la en tête, hein, là où elle est fixée. On va en parler un peu plus tard. On voit aussi le bout de l'antenne au-dessus de son sac à dos. Là. Retenez ça aussi. Je vous en mets encore une pour la route. Hein. Mais regardez-moi cette affaire. Regardez les panneaux, la tôle, ça a été posé. Voilà. Oh, je vous laisse faire votre idée vous-même, hein, de toute façon. Vous êtes de grands abonnés, de grands auditeurs. Et encore une autre. Hein.
Alors sur celle-ci, c'est la photo de Monsieur Propre. On voit bien sous le réacteur que rien n'a bougé et le pied est parfaitement propre. Pourtant, il est gros le réacteur, hein, comme vous pouvez le constater. Les débunkers professionnels, pour expliquer ce phénomène, se moquent du monde en disant que les moteurs ont été coupés avant. Ce qui, non seulement d'un point de vue uniquement de la science physique, est une ineptie, mais en plus un mensonge grossier, car on entend très bien dans les audios de la NASA que le moteur est coupé juste au moment où les pieds touchent le sol, ce qui est normal. Sinon, il s'écraserait. C'est quand même 14 tonnes une fois de plus, je vous le rappelle. Vous avez apprécié ces belles photos? Personne ne pense à qui les a prises? Ah bah si, les astronautes. Eh bien, moi je dis chapeau, franchement. C'est vrai photographe. Avec un appareil photo fixé, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, sur leur combinaison, ils sont doués. Alors, la NASA dit qu'il y a eu plein de déchets qui n'ont gardé que les bonnes photos. Ah, ça c'est très intéressant. On va commencer par un peu de technique. Vous connaissez tous l'échelle de puissance des rayonnements. Vous avez les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Et donc on voit que les rayons cosmiques sont bien plus puissants que tout ce qui existe sur Terre. Et sur Terre, les plus puissants dans notre vie quotidienne, je parle là, sont les rayons X que l'on connaît si l'on doit passer une radio, mais aussi si on doit passer dans des portiques de sécurité. Du reste, il est très intéressant de lire une étude de juin 2000, éditée par le Centre d'études atomiques, le CEA quand même, pas n'importe qui, français de Saclay, et que je vous mets en lien, intitulé « Radiation cosmique, danger de l'espace ». Il relate que le 16 avril 1972, Apollo 16 s'envolait pour la Lune, puis quelques mois plus tard, en décembre, Apollo 17. Mais que le 4 août 1972, entre ces deux missions, une fantastique explosion solaire a délivré durant 16 heures un flot immense de particules à des vitesses bien évidemment très élevées qui auraient irradié instantanément sur place les astronautes. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport du CEA. L'espace est donc un milieu très dangereux et on ne peut rien y prévoir. Et que de sortir de l'orbite terrestre reste encore aujourd'hui une problématique majeure. Mais revenons à nos moutons. Tous les photographes professionnels du monde entier connaissent les dangers des rayons X pour leurs pellicules. Quand ils devaient passer un portique de sécurité, ils le passaient à part, ou s'ils oubliaient, ils mettaient les pellicules directement à la poubelle. Du reste, c'est bien écrit en gros sur les pellicules. Les petites pellicules, vous disiez. Ah non, ils disent plus de pellicule, c'est vrai, donc si les jeunes nous écoutent, ils disent de quoi il me parle lui. et donc, sur les pellicules. Et tant et si bien que même nos chers gouvernants ont fait une campagne de prévention à ce sujet. Si, je vous assure. Voilà. Passage de film ou de support argentique dans les appareils radioscopiques à contrôle de bagages. Risques et conséquences liés aux rayons X. Donc, vous voyez, c'est clair. Attention, ne placez pas vos films non développés en bagage de soute. Conservez-les avec vous en cabine. Et ils allaient même plus loin encore. C'est vraiment des gentils. Ils donnaient des exemples. Différents films photographiques, dispositifs de films cinématographiques, passage de film. Et donc, en bas, les conséquences, ce qui se passait, quoi. Vous voyez donc, bon, c'est pas très net, mais vous voyez que ça détériorait. Et là, on parle que de rayons X. On parle pas de rayons gamma. Igor Kostin, photographe devenu célèbre pour avoir suivi la catastrophe de Tchernobyl, elle a appris à ses dépens. Quand il est revenu une première fois après un survol rapide de la centrale de Tchernobyl, regardez le genre de photos qu'il a développé, le pauvre. Vous avez vu? Voilà, mais ça c'est les irradiations, c'est la radioactivité. Et on parle là d'un photographe professionnel. Les sondes que l'on a envoyées sur la Lune confirment toutes la même chose, qu'elles soient russes ou américaines. Du reste, dans un document édité par la NASA intitulé Human Safety in the Lunar Environment, il précise que le flux des rayons cosmiques, bien plus pénétrants, puissants, énergétiques, je le rappelle, que le simple rayon X, sont, tenez-vous bien, de 4,5 particules par seconde par centimètre carré. Vous avez bien entendu, je répète le chiffre, 4,5 particules
par seconde par centimètre carré. Voilà, 10 cm là, de peau. Il y a par seconde 4,5 particules qui la traversent. Sauf que, vous avez noté tous la netteté exceptionnelle des photos prises par les astronautes que je vous ai montrées tout à l'heure. Haute définition, s'il vous plaît, grain impeccable. Un appareil magique de Disney? Non. Comment, avec 4,5 particules par seconde et par centimètre de haute énergie traversant le métal comme si c'était de l'air, ces mêmes particules peuvent-elles ne pas avoir affecté les pellicules? Et il n'y avait aucune protection sur ces appareils. Et on voit bien la caméra fixée. Aucune protection. Je n'ai pas de caméra, c'est l'appareil photo. Je vais vous le montrer. Du reste, une protection efficace dans l'espace contre de telles particules serait une alternance de couches de plomb, d'eau, d'hydrogène, qui est actuellement étudiée. Vous voyez comment c'est complexe. L'appareil photo choisi par les missions Apollo est un Hasselblad 500EL. Le voici, l'Hasselblad, avec des optiques Zeiss. Très très bon matériel. Hasselblad est une marque suédoise, très connue des photographes professionnels, et muni, comme je l'ai dit, d'excellentes optiques Zeiss. Cet appareil photo, emmené par les astronautes, a traversé donc les ceintures de Van Allen radioactives, a été sur la Lune, a subi le rayonnement solaire, et les photos sont nickel. C'est de la pure magie. Petite histoire. Des chercheurs ont demandé à Jan Lundberg, le Space Project Manager de la société Hasselblad, pendant l'émission d'Apollo, d'expliquer ce mystère qu'il connaît parfaitement, ainsi qu'un autre que l'on verra plus loin. Il a bien été en peine de donner une quelconque explication, le pauvre. Puis il y a un autre problème encore plus grand. Comment les astronautes s'y sont pris pour changer de pellicule? Non, parce que sérieux, ils ont fait des milliers de photos pour en arriver à ce résultat extraordinaire de photos superbement réalisées. Mais sur la Lune, ils changeaient de pellicule comment? Déjà sur la Terre, à main nue. Donc voilà. Alors, imaginez faire ça dans l'espace avec les gros gants, ouvrir le boîtier pour remplacer les pellicules. Retenez bien ça. Ouvrir le boîtier pour changer de pellicule. La firme Hasselblad nous apprend que pour le vol d'Apollo 11, 1407 photos ont été prises, dont 232 à la surface de la Lune, pendant les 2h30 qu'ils ont passé à l'extérieur. Oui, si je ne vous l'avais pas mentionné, sachez qu'ils n'ont passé en tout et pour tout que 2h30 sur la Lune en dehors du LEM. Mais ils n'ont pas fait que prendre des photos. Ils ont aussi pris des photos, ce qu'on appelle stéréoscopiques, des films, se sont baladés, ont récolté des roches lunaires, inspecté le LEM pour voir si tout va bien, etc. Après les calculs des experts, ça ne colle pas en temps. Il est impossible de faire tout ce qu'ils ont fait en 2h30. Et en plus, 232 photos, dont la majorité sont d'une qualité exceptionnelle. Et ce n'est pas encore le pire. Bah oui, je sais, je me répète. Et connaissez-vous les températures à la surface de la Lune? 114 degrés au soleil, moins 186 degrés à l'ombre. On ne va pas discuter ici si les combinaisons des astronautes étaient capables de supporter de telles températures, car, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas pouvoir traiter tous les sujets. Mais focalisons-nous sur les pellicules. Soit elles fondent dans l'appareil, soit elles cassent. Gelées. Les photographes professionnels ont tous confirmé qu'ils ont toujours été dans la possibilité de travailler en extérieur quand les températures commençaient à avoisiner les moins 40 degrés, car les pellicules cassaient. Alors j'entends déjà les débunkers professionnels décréter qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, ce qui est approuvé vu les captures d'images avec nuages, donc RO, mais concédons-leur cela 2 secondes. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'air, on est dans le vide. Effectivement, le ressenti des températures n'est pas le même, mais dans ce cas aussi, l'appareil photo n'étant pas pressurisé, toute sa mécanique de précision volerait en éclats. Voici l'intérieur du Hasselblad. Comment voulez-vous que ces pièces puissent se tenir ensemble dans le vide? S'il n'y a pas de vide, comment voulez-vous que ces pièces puissent fonctionner avec moins 180 degrés? Pensez tout de même pas que l'appareil d'aussi grande qualité soit-il puisse être à 100% étanche au vide d'air. Donc soit il casse, lui, soit les pellicules fondent ou gèlent instantanément. Ce n'est, hélas, pas discutable. Mais ce n'est pas encore le pire.
Et comme vous l'avez vu, les appareils étaient nullement protégés, comme vous l'avez vu dans la photo hein, tout à l'heure. Et oui, lol, je sais que c'est pas encore le pire. Les photographes professionnels ont analysé les photos et ils ont tous relevé des anomalies d'ombre et de lumière. La NASA a oublié dans les années 60 qu'une profession allait devenir célèbre, les photographes professionnels. Justement, l'un d'eux, Massimo Mazzucco, a imprimé en haute définition les photos issues du site de la NASA que vous pouvez tous télécharger et est allé à la rencontre de 4 très grands photographes qui s'arrachent à prix d'or pour les grandes revues spécialisées, les défilés de mode, etc., etc. Ils ont un don, celui de capturer l'instant, mais aussi les ombres et les lumières. Il s'agit de Peter Lundberg, Aldo Falai, Tony Thorenberg et Oliviero Toscani. Et il en a fait réuni dans un DVD exceptionnel, de 3h26, American Moon. Les 4 photographes au départ ne s'étaient jamais intéressés aux missions Apollo. Ils étaient, comme monsieur et madame tout le monde, totalement convaincus de la réalité de celle-ci. Ils ont été surpris de l'initiative de leurs collègues. On voit dans le DVD que pour chaque photo présentée individuellement aux 4 photographes, c'est Mazzucco qui se déplaçait à eux, les voir réagir instantanément aux mêmes détails pour chaque photo. Je ne vais pas ici spoiler le DVD, hein, juste pour vous donner 1 ou 2 exemples. Si on prend maintenant comme envisageable l'hypothèse du canular, cela veut dire que toutes ces images ont été prises en studio avec des projecteurs remplaçant le soleil. À l'époque, il n'y avait pas d'écran vert comme aujourd'hui où on filme une scène avec un fond vert et ensuite on y rajoute ce que l'on veut. Non, à l'époque, il y avait la technique appelée front projection. Front projection. Projection frontale. Technique portée à son paroxysme à l'époque par Stanley Kubrick et son fabuleux film 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti, devinez quand, dans les salles, en 1968. Et plus gros succès du box-office dans la foulée. Kubrick avait deviné quoi? Réuni une imposante équipe de 25 spécialistes des effets spéciaux, dont Harry Lange et Frederick Ordway, tous deux issus de l'industrie spatiale, anciens conseillers de la NASA. Ils avaient aussi 35 décorateurs de plateau, 70 autres techniciens. Le tournage débute le 29 décembre 65 et pour la première fois, Kubrick interdit le plateau aux journalistes. Artistiquement, 2001, Odyssée de l'espace est une révolution. Kubrick n'est pas partisan du papier mâché ou du carton. Il souhaite que les décors de son film soient techniquement réalisables dans le futur qu'il présente. Il a utilisé pour la première fois des ordinateurs et la projection frontale, front projection, mais aussi le motion control. Il fut le premier, qui consiste à contrôler la caméra et ses déplacements par l'intermédiaire d'ordinateurs. Il travaille avec des objectifs Zeiss, vous savez, les mêmes que celui de Hasselblad, développés pour la NASA. L'ensemble des éléments scénaristiques et des décors firent l'objet d'une attention toute particulière et plusieurs scientifiques ainsi que des experts en matière d'exploration spatiale coopérèrent. L'avant-première eut lieu en avril 68. Voilà les faits. Il n'y a rien de secret. Au cas où les débunkers professionnels voudraient venir radoter, je n'ai pris ces informations que dans leur Bible à eux, Wikipédia, et vous pouvez les trouver. Je vous mets dans les liens une petite vidéo de 3 minutes pour vous expliquer ce qu'est la front projection, projection frontale. Le but de ce que je viens de vous raconter n'est pas de vous dire que Stanley Kubrick, comme beaucoup de rumeurs le disent, a tourné en studio pour la NASA, les alunissages des missions Apollo. Mais juste pour vous dire que si cela pourrait être une possibilité assez facile en 69, vu que le film 2001 d'Odyssée de l'espace est sorti en avril 68. Et que ce film est bien plus complexe à faire que ce que les Américains ont fait sur la Lune. Ce que je trouve moins étonnant, c'est l'équipe qui a réussi à réunir Stanley Kubrick autour de lui. Car avant ce film, il n'était pas catalogué comme expert en trucage. Or, comment ce réalisateur a réussi d'un coup de baguette magique à non seulement avoir le meilleur de la technologie de l'époque, mais à s'entourer de spécialistes, de scientifiques issus de la NASA. Il n'est pas évident pour un œil non expert de déceler les images issues de la projection frontale, mais pour un œil expert, elles ont tout un point commun. Une ligne de crête où le décor réel est devant et le faux décor derrière. Et toutes les missions Apollo, toutes les photos de toutes les missions Apollo ont cette séparation, quelles que soient les images tournées. Je vous mets 3 petits exemples. Voilà ce qu'on appelle front projection. Voilà un autre exemple.
Et voilà le dernier exemple. En regardant la petite vidéo de 4 minutes que je vous mets en lien, vous allez mieux comprendre. Alors, me direz-vous, oui, mais il faut un décor. Bah, cela tombe bien, car ça aussi, ce n'est pas un secret. La NASA avait construit des décors gigantesques, cartographiés au millimètre la Lune. N'oubliez pas qu'ils avaient envoyé de nombreuses sondes avant l'émission Apollo. Ils avaient aussi un simulateur de vol pour entraîner les astronautes à se poser aux bons endroits. Voilà. Ici, la reproduction de la Lune. Mais alors, millimètre, hein. Vous voyez? Là, on calcule vraiment, on fait... c'est les photos qui ont été prises par les Lunar Orbiter. Et donc, on les... au millimètre près, on les met sur la maquette. C'est vraiment un travail de longue haleine qui a été fait. C'est vraiment un travail de précision, hein. On met les zones plus sombres, les zones moins sombres, les reliefs. Voilà. Ici, c'est une partie suspendue. Alors tout ça, c'est pour quoi faire? C'était pour entraîner les astronautes à se poser. Hein, donc il y avait ce qu'on appelle un simulateur. Et voilà. Donc le Landing Simulator. Et si on compare les photos prises de ce simulateur par rapport aux missions, vous avez ça. Voilà. À gauche, vous avez le NASA Simulator. Mais à droite, vous avez les images issues de Apollo 15. Travail bien fait, hein. J'y vois aucune différence. Je trouve même que c'est plus joli à gauche qu'à droite. Donc, en prenant l'hypothèse que nous sommes dans un studio de cinéma, y aurait-il des preuves formelles? Elles ne peuvent échapper au regard d'experts, de photographes professionnels, car il y a une différence énorme, mais alors énorme, entre la luminosité du soleil et celle de projecteurs de cinéma. Le soleil, lui, illumine tout de la même intensité, surtout sur la Lune où le paysage est assez monochrome. Vous voyez? Prenons par exemple cette photo sur Terre, sous un beau ciel bleu. L'intensité de la lumière du soleil est la même partout, au loin comme au près. Sur la Lune et en noir et blanc, cela devrait être encore bien plus uniforme. Vous voyez, au loin, au loin, au loin, je ne parle pas des montagnes, je parle du paysage en premier plan, il y a la même intensité devant que derrière, la même partout, gauche, droite, la même intensité. Alors, est-ce le cas sur les photos prises par les astronautes? On va voir. Voilà, une photo. Il n'y a pas du tout. On voit bien une différence de luminosité éclatante entre la gauche et la droite de la photo. Le soleil ne peut pas faire cela. Et c'est hélas pareil sur presque toutes les photographies. Vous voyez? L'intensité est beaucoup plus importante au début que sur la fin. En photographie, ce phénomène est bien connu, hein. On appelle ça hotspot, point chaud, pour la partie bien éclairée par le projecteur, et fell off, chute de lumière, pour la partie moins bien éclairée. On voit bien ce phénomène avec cet astronaute que je vais vous montrer. Voilà, on voit bien le phénomène. C'est très 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 éclairé sur la partie, alors pour nous, pour l'astronaute sur la partie, sa partie gauche, à lui, hein. Si on se met à la place de l'astronaute, sur sa partie gauche, c'est très éclairé, beaucoup moins éclairé à l'avant. Et le pire, c'est que si on va zoomer sur son casque, en zoomant sur son casque, et bien là, en zoomant sur son casque, alors là, on le voit beaucoup, ce phénomène de hotspot et de fall-off à l'envers. Le soleil ne peut pas faire cela. Ça, c'est impossible. Montrez ces photos à des photographes un peu pros que vous connaissez, ils vous diront exactement la même chose. Mais ce n'est pas tout. Certaines scènes sont photographiées comme sur un plateau de cinéma avec d'énormes projecteurs et des panneaux réflecteurs de lumière. Les photos issues du site de la NASA sont classées par ordre. Je vais vous montrer ici une photo numérotée 5862 pour la mission Apollo 11. Pour un œil non expert, il va la trouver normale. Sauf qu'en prenant la photo qui arrive un peu plus loin, la photo numérotée 5866. Donc vous voyez bien que celle-là est numérotée 5862, donc elle est avant celle que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc, c'est 4 photos après. Et là, on comprend bien, sur celle-ci, que le soleil, la source de lumière, est derrière le LEM. Il est donc totalement impossible d'avoir un astronaute aussi net.
Il devrait être au pire complètement dans le noir, ou au mieux on distinguerait une vague silhouette. Du reste, pour un œil expert, on voit dans le talon droit, dans la zone un peu mauve, un reflet qui ne trompe pas. Tout comme il y a des différences de luminosité sur l'aluminium doré en bas à droite, juste à côté des United States à gauche. Et c'est justement des différences de luminosité qui sont dues à la position du projecteur, sinon l'ombre devrait être totalement uniforme. Alors maintenant, on va revenir à la photo précédente. Là, vous comprenez que donc, le soleil est derrière le module, et que l'on a compris que la source de lumière est derrière le LEM. Il est impossible de voir l'astronaute dans le LEM. Strictement impossible. On devrait voir rien, une tache noire. Alors un œil expert aurait repéré tout de suite la source de lumière dans cette photo. Vous voyez juste à gauche du drapeau américain, en bas à gauche, là, il y a le drapeau américain. Vous voyez le triangle, on voit bien le soleil se refléter là-dessus. Donc en fait, si ce n'est pas le soleil, c'est que c'est un projecteur, mais qu'ils en ont mis un autre de ce côté-là. Alors pour ne pas faire lumière, ils utilisent ce qu'on appelle vous savez, les fameux tableaux blancs là, pour refléter la luminosité. Sinon, n'importe quel photographe vous dira que cette photo est strictement impossible. Si la source de lumière est réellement le soleil, on ne verrait rien ici. Et la preuve éclatante de la présence de projecteurs est que le soleil fait des ombres parallèles. Alors certes, sur un axe, on va dire, vertical, parce que quand vous avez un axe horizontal, on peut voir des lignes d'ombre diverger ou converger, mais sur un axe horizontal. Mais c'est dû à l'effet de perspective. En fait, en réalité, si vous les suivez, même comme ça, elles sont strictement parallèles. Mais en vertical, c'est toujours parallèle. Maintenant, regardez cette photo. Alors, regardez devant les rochers, mais regardez l'ombre de ces rochers. Et maintenant, regardez le LEM, et regardez l'ombre du LEM. Voilà. Et si c'était le soleil, il ne pourrait pas faire ça. Alors maintenant, si vous voulez connaître la source de la luminosité, vous prenez une règle, vous prenez l'ombre, vous la mettez parallèlement à l'ombre du LEM et parallèlement à l'ombre des cailloux, et vous allez trouver la source de lumière qui va se croiser entre ces deux ombres en haut à gauche de la photo. Et c'est encore plus frappant sur cette photo de la NASA toujours. Voilà, mais là pareil, vous avez l'ombre du LEM, vous avez l'ombre de l'astronaute qui n'est absolument pas parallèle, et vous avez l'ombre du caillou du devant qui n'est pas parallèle. Là aussi, vous avez un projecteur qui est au diagonal. Il y a aussi à noter quelque chose d'intéressant sur cette photo. Je n'ai plus réussi à la trouver je ne l'ai pas trouvée sur le site de la NASA. Comme je l'ai dit en présentation, beaucoup de chercheurs de vérité, avant moi, ont analysé toutes ces photos. La NASA, impunément, de temps en temps, en fait disparaître. Ces photos qu'évidemment Kendall Bunker ne pourrait expliquer. Il y a beaucoup de choses comme ça qui disparaissent, mais comme ça a passionné tellement de monde depuis le début, beaucoup ont gardé en mémoire, fait des sites, des blogs spécialisés avec toutes les photos. Donc on retrouve à peu près quand même absolument tout. Mais j'ai passé 3h26 de pur bonheur avec les 4 photographes professionnels du DVD American Moon. Il coûte la modique somme de 12 €, c'est bientôt moins cher que un paquet de cigarettes. Et le plus impressionnant, c'est que ces 4 photographes professionnels, au départ, ils croyaient dur comme fer que l'homme avait été sur la Lune. En fait, ils ne s'étaient jamais penchés sur les photos haute définition de la NASA. Il est très intéressant de constater comment leur attitude change, car ils s'aperçoivent très vite que cela ne peut pas être possible, quoi. C'est des pros. Et de voir surtout avec quelle rapidité ils mettent immédiatement le doigt là où c'est la cloche, quoi. Et tout, c'est bien évidemment aux mêmes endroits. Franchement, je vous conseille, c'est en français, je pense qu'on peut le trouver en français. C'est un pur bonheur à regarder, parce qu'il y a plein d'autres. Pour 3h26, 3h26 de pur bonheur. Et sur la pochette, en gros, le résumé de ce que disent les quatre photographes.
Alors, Olivier Toscani résume les photos de la Lune. S'il m'avait demandé, je les aurais bien mieux faites. Tony Turenberg, ces photos sur la Lune sont techniquement impossibles. Aldo Falai, celui qui a réalisé les photos sur la Lune, est un complet incompétent. Et Peter Lindbergh résume, c'est celui qui était le plus touché par le fait de ne plus devoir croire à ça. Il dit, je ne sais pas si nous sommes allés sur la Lune, mais ces photos sont fausses à 100%. On rebondit, du reste, sur cette dernière citation. Se pourrait-il, comme certains le pensent, qu'ils sont allés sur la Lune et que ces scènes ont été tournées en studio? Le souci est que l'on voit ces énormités sur toutes les missions Apollo et qu'il y avait un direct. Donc, si le direct était exact, les photos correspondent au millimètre près. Cela aurait alors demandé des jours, des mois pour faire coïncider le direct aux photos. Parce que depuis 50 ans, tout a été analysé par les chercheurs de vérité. Je pourrais encore recommencer l'émission du départ avec d'autres arguments. Vous parlez des câbles d'acier qui tiennent les astronautes. Dans le DVD American Moon, il y a énormément de scènes décortiquées où non seulement on comprend que c'est impossible pour les astronautes d'avoir des gestes comme par exemple se relever instantanément alors qu'on a les 4 pattes par terre, mais souvent, Matsuko, avec son œil d'expert, a réussi à capturer le reflet du projecteur sur le filin d'acier. Les astronautes avaient donc, comme je vous l'avais montré déjà, une petite antenne de transmission sur leur dos qui fait effectivement un vif reflet quand la source de lumière la frappe. Mais bien plus haut, un reflet issu de nulle part, le câble. Je vous mets, allez, 5 secondes de vidéo plaisir. Il manque juste la musique de Benny Hill pour être parfait sur ces câbles d'acier où l'on aurait pu en parler des heures et des heures. J'aurais aussi pu vous parler des échanges entre Houston et les astronautes. Je suppose que vous regardez tous de temps en temps des émissions en direct, quand par exemple on interviewe en direct d'un plateau une télé, une personne éloignée géographiquement. Vous avez toujours ce petit laps de temps entre la question et les réponses. Sur la Lune, si tout va bien, grand ciel bleu, transmission parfaite, c'est 1,3 secondes aller, 1,3 secondes au retour. Soit vraiment dans l'hypothèse la plus impeccable, c'est-à-dire que ça se transmet bien, on comprend instantanément la question, on répond de suite 2,6 secondes dans le meilleur des mondes, ce qui n'arrive jamais. Mais là aussi, sur le site de la NASA, on a de nombreux exemples où ce laps de temps n'est pas respecté, avec le record attribué à une liaison à 0,9 secondes. Aller-retour. Ah, c'est juste impossible. Là aussi, c'était analysé par beaucoup de chercheurs de vérité, et là aussi, beaucoup de bandes audio ont été, non pas... alors cette fois-ci, n'ont pas été disparus, enfin, la NASA ne les a pas effacés, mais les a corrigés, quoi. C'est-à-dire qu'on a rajouté du temps. Donc on a certains éléments où on a 0,9 secondes, et tout d'un coup, ça se transforme quand on va regarder un peu plus tard, il y a 4,2 secondes. Mais il en reste plein qui ne sont pas corrigés, parce qu'il leur faudrait corriger des tonnes et des tonnes. J'aurais aussi pu vous parler de Google Lunar X Prize. C'est un concours de 30 millions de dollars organisé par Google. Son but est d'envoyer un robot sur la Lune chargé de parcourir au moins 500 mètres et de transmettre des vidéos, des images en haute définition. Les équipes désirant y participer devaient s'enregistrer avant le 31 décembre 2010. Mi-2012, il y avait 25 équipes sur 36 initiales qui continuent l'aventure. Début 2016, 16 équipes restent en compétition. En janvier 2018, il en reste 5. Et le 23 janvier, Google communique que le prix ne sera pas attribué car il n'y a officiellement aucun gagnant. Le pire, c'est pas ça. Il y avait un bonus de 4 millions de dollars pour une retransmission en direct des zones d'alunissage des missions Apollo. Ah, vous savez quoi? La NASA a immédiatement pris la décision de déclarer une no-fly zone, comme s'ils avaient des droits sur la Lune, la NASA, soi-disant pour préserver les sites d'une éventuelle contamination. Alors là, franchement, il faut vraiment être un supporter aguerri et inconditionnel de la NASA pour avaler cette couleur. Mais alors, vous allez finir par me poser la question fatidique, les astronautes sont tous des comédiens alors?
Non, justement, ce sont des personnes honnêtes à qui on a cassé leur rêve d'enfant, mais ils sont fidèles et loyaux, et pas au point de savoir jouer la comédie, car cela, ils ne l'ont pas appris. Il suffit de regarder la première conférence. Ils rentrent, ils sont des héros vivants, adulés dans le monde entier. Ils ont fait l'impossible. On pourrait s'attendre, lors de la première conférence, à une joie insensée. Alors je voulais juste un tout petit extrait, mais pour ceux qui comprennent un peu les gestes, pas la parole, on sait que en les regardant, on a affaire là à 3 personnes désorientées, stressées, apeurées. Ladies and gentlemen, welcome to the Mayan Spacecraft Center. This is the Apollo 11 press conference. The format today will consist of a 45-minute presentation by the Apollo 11 crew, followed by question and answers. At this time, I'd like to introduce the Apollo 11 crew, astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Neil? It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us. Un peu plus tard dans cette conférence, à la question d'un journaliste passionné de leur décrire comment étaient les étoiles sur la Lune, comment ils les voyaient, ils ont répondu qu'ils n'en ont pas vu, y compris Collins, qui était resté dans le module de commande, et qui, je dirais, parce que rien que ça à faire. Alors que tous les astronautes des missions Gemini précédentes, mais évidemment dans l'orbite terrestre, racontaient qu'ils passaient des heures à observer les étoiles et que c'était un spectacle inégalé sur Terre. Jim Lovell, par exemple. Tout auréolé de gloire, il décide, tenez-vous bien, de quitter la NASA. Neil Armstrong disparaît vivre à la campagne et décide de ne plus accorder d'interview. Il refuse de se rendre à toutes les cérémonies en l'honneur du programme Apollo, y compris celle du 40e anniversaire. Buzz Aldrin sombre dans l'alcool et la drogue. En février 1973, il accorde une interview à Paris Match où il dit « On nous croit des héros, mais la Lune nous a brisés ». Vous savez tous aussi qu'ils ont été pourchassés par le fameux Bart Sibrel, qui n'a jamais réussi à leur faire jurer sur la Bible qu'ils avaient été sur la Lune. Et pour un Américain, jurer sur la Bible, c'est faire un parjure. Voilà, l'émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de synthétiser. Une fois de plus, j'ai rien inventé. Je voulais juste rajouter une dernière photo pour conclure. Le problème monumental avec celle-ci, c'est que moi, avec un appareil photo sans aucun zoom, c'est à peu près la taille que j'obtiendrais de la Lune en la prenant de la Terre. Une petite Lune en plus, hein, pas une grosse Lune. Sauf que ce n'est pas la Lune, c'est notre bonne vieille Terre. Et notre bonne vieille Terre, elle est 6 fois plus grosse. Imaginez-vous la prochaine fois que vous regarderez la Lune, que si c'était la Terre, elle devait être 6 fois plus grosse. Il y a quand même une sacrée différence, non ? En fait, les astronautes auraient dû retransmettre ce type de proportion.
Voilà ce qu'aurait dû montrer les missions Apollo si elles avaient été sur la Lune. Sur cette belle image, je vous laisse, je vous embrasse. Partagez si vous avez aimé, publiez. Il serait temps que ce canular cesse avant que nous soyons matraqués en juillet prochain pour les festivités à la gloire de la NASA et des astronautes du 50e anniversaire de ce mensonge planétaire. Et rappelez-vous une chose, que si la NASA était capable de manipuler l'information, malgré l'incroyable travail des chercheurs de vérité qui ont découvert le poteau rose depuis très très longtemps, j'invente rien, je n'ose imaginer ce dont ils sont capables de nous cacher. Mais cela sera pour une prochaine émission. Abonnez-vous si vous aimez et bisous à tous.